Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans Le Collimateur, le podcast consacré aux questions de défense et aux conflits armés, un podcast associé au Rubicon, réalisé en partenariat avec le Centre des études de sécurité de l'IFRI et avec le soutien de la DGRIS du ministère des Armées. Je suis Alexandre Jublin et aujourd'hui pour parler de la confrontation entre les États-Unis de Donald Trump et la Chine, mais cette fois, et pour une fois, du point de vue chinois, j'ai le plaisir de recevoir à nouveau Alice Ekman, directrice de la recherche de l'Institut des études de sécurité de l'Union européenne, le ISS, autrice notamment de 2 ouvrages consacrés à la fois au logiciel politique chinois et à son envergure globale, d'abord Rouge vif, l'idéal communiste chinois en 2020 et Dernier vol pour Pékin en 2022, tous les deux parus aux éditions de l'Observatoire. Donc bonjour, bienvenue à nouveau dans le Collimateur. Bonjour. Alors je vais dire, c'est une émission que j'avais envie de faire en raison de la très grande dissymétrie, en tout cas c'est ce que je perçois entre l'attitude trumpienne de ces dernières semaines, derniers mois maintenant, dans la confrontation avec la Chine, depuis le début de son second mandat, et la réponse chinoise qui me frappe plutôt par sa sobriété et sa cohérence, en tout cas apparente, qui tranche franchement avec ce qui vient de Washington. Alors évidemment c'est essentiellement sur les questions de guerre commerciale et de tarifs douaniers que ça s'incarne médiatiquement en ce moment, mais on peut dire tout de suite aux auditeurs qui s'étonneraient de voir le podcast s'éloigner des questions militaires et stratégiques que évidemment tout ça est lié, d'ailleurs très explicitement par tous les acteurs, notamment américains, qui en font des questions de souveraineté et de sécurité nationale. Puis on a déjà souvent parlé à ce micro de l'intrication croissante entre la sécurité économique et la stratégie plus globale de ces grandes puissances. Et de ce point de vue, je trouve très frappant le décalage entre l'effort permanent qu'on fait en Occident pour comprendre et interpréter les raisons des actions de Donald Trump, ce qui revient plus ou moins à essayer de psychanalyser un sujet qui ne possède pas de surmoi, ce qui est par définition assez compliqué, et le relativement faible effort simultané en direction de Pékin. Et ou pour le dire plus clairement, voilà, on a une confrontation à 2 acteurs, on fournit une énergie considérable pour déterrer une rationalité, une stratégie cohérente, là où on n'est franchement pas sûr de la trouver. Alors que si on regarde de l'autre côté, en revanche, elle est bien là parce qu'on a affaire à un pouvoir, donc le régime du Parti communiste chinois, qui a non seulement une stratégie, mais aussi une idéologie qui est constituée, qui est très publique, même si elle n'est pas forcément toujours très lisible, ou en tout cas toujours très lue en Occident. Alors, je précise par ailleurs qu'on ne va pas entrer dans la granularité des tarifs douaniers qui sont... À l'heure où on enregistre de 145% d'un côté et 125% de l'autre sur des catégories de produits qui peuvent évoluer d'un moment à l'autre et possiblement dans les 24 heures entre l'enregistrement et la première diffusion de l'épisode. Voilà, laissons tomber ça pour plutôt parler de l'attitude chinoise face à ce nouveau Washington. Et première question, voilà, est-ce que cette impression que j'exprimais à l'instant vous paraît juste, c'est-à-dire la réponse du pouvoir chinois face à l'agressivité au moins rhétorique trumpienne, est-ce qu'elle vous paraît également, disons, préparée et cohérente ? Disons qu'elle apparaît plus préparée et plus cohérente que les décisions et les annonces prises par l'administration Trump 2, à l'évidence. Donc le contraste, c'est vrai, est éloquent. Et c'est vraiment sur ce contraste que joue la Chine. À la fois, c'est pas uniquement un jeu de communication, c'est-à-dire qu'en effet, elle réagit pas ou peu à chaud, même si on a des réactions, on pourra les analyser ensemble, Alexandre, mais globalement, on voit vraiment une Chine qui c'est un peu wait and see, c'est un peu ne nous empressons pas, Trump et Xi ne se sont pas parlé au téléphone, contrairement à ce qu'a annoncé Donald Trump il y a quelques jours. C'était très obscur, très opaque, il disait on s'est parlé au téléphone, les Chinois ont dit il n'y a pas eu d'appel, mais ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu de communication. Bref, on ne va pas faire la casuistique des échanges internationaux, mais bon, voilà, il n'est pas obligé de se parler au téléphone pour avoir des échanges. Après, pour parler de quoi ? Enfin, si la position chinoise reste telle qu'elle est, avec cette espèce de stoïcisme un peu placide face à l'énervement trumpien, bon voilà, ils peuvent discuter, mais bon. Il y a quand même des réactions, hein. C'est-à-dire que la Chine aujourd'hui apparaît beaucoup plus calme en surface que l'administration Trump, peut-être plus cohérente, et ça c'est bien sûr c'est suite à débat, mais clairement elle insiste sur le fait qu'il ne faut pas céder, elle insiste dans sa communication, hein. Il y a une citation, alors la Chine a récemment, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères chinois a ressorti un film d'archives montrant Mao face à Eisenhower en février 1953, en pleine guerre de Corée, et je cite « Nous ne céderons jamais, dans cette guerre nous lutterons jusqu'à triompher ». Ça c'est en réponse au nouveau droit de douane adopté par Donald Trump. Donc on a une Chine qui ne cède pas, on peut penser que ce message s'adresse à la fois aux États-Unis,
mais aussi à la population nationale. Tenir tête aux États-Unis, c'est une source de légitimité du parti, en complément de la croissance relative en Chine. On pourra en discuter, il fait face à des difficultés. Et puis une Chine qui souligne au maximum les faiblesses présumées des États-Unis dans sa communication récemment. Et là, je cite encore une déclaration de la diplomatie chinoise, cette fois du 11 avril. L'Amérique n'est qu'un tigre de papier, et ça c'est une expression de Mao, reprise de Mao. Ne vous laissez pas abuser par son bluff, un coup d'épingle et il éclate. Et cette rhétorique est vraiment s'inscrit vraiment dans la continuité de la rhétorique sur la faiblesse de l'Occident au sens large qu'on note réellement depuis l'arrivée de Xi Jinping au pouvoir, il y a 13 ans. C'est-à-dire, les États-Unis font face à de nombreux problèmes internes. Alors, ils cessent de souligner la pauvreté aux États-Unis, les problèmes d'addiction, Black Lives Matter, les problèmes de tension interne au sein de la population. Dès qu'il y a une crise vraiment soulignée, et même pendant le Covid, comme on le sait, la Chine contre les faits, contre toute attente, a vraiment souligné le fait que la Chine résisterait mieux et gérerait mieux la crise que les États-Unis ou l'Europe. Donc c'est une rhétorique finalement assez habituelle, mais qui là est peut-être plus explicite et il y a plus de prise parce qu'en effet, les États-Unis nous apparaissent aussi un peu incohérents et même faibles dans leur stratégie. Alors on verra qui a raison à terme, mais la Chine aujourd'hui, je pense, mise sur un calendrier sur la montre inversée. Sur la montre inversée, peut-être attendre jusqu'au midterm, on verra, tout peut changer dans quelques jours, mais pour essayer de négocier en termes plus durs, peut-être continuer à attendre des concessions quasiment imposées par l'administration Trump compte tenu des conséquences sur le marché américain. Déjà, il a exempté certains produits technologiques des droits de douane. Les smartphones et les ordinateurs, ce qui sont les deux trucs que les Américains importent le plus de Chine, donc c'est intéressant. Voilà. Oui, bien sûr. Et puis on voit que ça a des conséquences directes sur le marché, sur les prix de certains produits aux États-Unis. Donc on a une Chine qui peut apparaître bien sûr plus constante. En même temps, cette constance ne s'explique pas uniquement par la vision de long terme, la stratégie chinoise, mais aussi par le fait qu'il y a une relative continuité entre Trump 1, l'administration Biden et Trump 2. C'est-à-dire, oui. On va y revenir, mais alors justement, juste pour rester là-dessus, est-ce que vous avez l'impression qu'ils ont repris un peu le manuel de Trump 1 je vais me permettre de vous citer... Donc, même si la majorité des pays d'Europe de l'Ouest sont perçus par le Parti communiste chinois comme des pays occidentaux capitalistes et donc potentiellement hostiles, la Chine tente un rapprochement de circonstances avec l'Europe depuis l'élection de Donald Trump et surtout le début des tensions commerciales entre Pékin et Washington, tentant de profiter notamment des tensions transatlantiques commerciales sur l'accord nucléaire iranien, sur le climat, etc. Donc ça, c'est vous. C'est dans moi, mais c'était quelle... C'est dans Rouge Vif, c'est en 2020. Oui, mais c'est amusant, c'est très bien de le relire, parce que moi je me relis pas dans le texte parce que j'ai peur de revoir des coquilles, mais je n'enlèverai pas une virgule. Non, mais c'est ça que c'est marrant. Je lisais pour préparer cette émission votre bouquin de 2020, et il n'y a pas une virgule à changer sur ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Donc la question c'est, est-ce que, ils ont mis en place, au bout d'un moment, ils avaient mis en place une manière de répondre ou de ne pas répondre à Washington en 2020. Est-ce que dans une certaine mesure, ils ont repris là où ils s'étaient arrêtés en 2020 avec l'élection de Joe Biden, ou est-ce que y a, disons, plus de... La Chine n'en est pas au même stade de son développement et de sa montée en ambition, ou peut-être que tout ça est une longue continuité à travers aussi la présidence Biden? C'est une continuité, mais c'est vrai que c'est intéressant de se rappeler de ces offensives de charme successives en fait, vis-à-vis de l'Europe, de l'Union européenne, des États membres. Parce qu'en fait, à chaque point de tension transatlantique, la Chine déroule le tapis rouge vis-à-vis de certains États membres, lorsque c'était rendu en Hongrie, en Serbie et en France il y a quelques temps, lorsque Xi Jinping s'était rendu, mais aussi, donc il y a eu cette offensive de charme pendant Trump 1, auquel finalement le livre fait référence. Il y a aujourd'hui une nouvelle offensive de charme vis-à-vis de l'Europe, très clairement, jouant sur le 50e anniversaire d'établissement des relations entre l'UE et la Chine, mais plus généralement jouant sur les tensions transatlantiques fortes et bien sûr qu'on comprend face notamment à la façon dont l'administration Trump a tenté de négocier une paix, ou je ne sais même pas comment on peut appeler ça, des discussions autour de l'Ukraine. Mais on peut noter aussi que pendant l'administration Biden, la Chine a aussi mené des offensives de charme à chaque point de tension transatlantique. Je peux en rappeler deux. Lorsque l'administration Biden a adopté l'Inflation Reduction Act,
qui était perçue par l'Europe comme aussi une forme de concurrence déloyale. Et aussi c'était très clairement visé contre la Chine, mais de fait, c'était un protectionnisme un peu tous azimuts qui touchait évidemment aussi l'Europe. Voilà. Et aussi lors de l'AUKUS. La Chine a également dit, vous voyez, c'est franchement, votre allié est un peu particulier. Nous aussi, nous considérons qu'il faut coopérer de nouvelles manières, etc. Se positionnant comme une puissance responsable, prévisible. Et c'est encore une fois le même logiciel que la Chine adopte aujourd'hui, à la fois dans son positionnement vis-à-vis de l'Europe, mais aussi sa communication, c'est de dire... face à des États-Unis qui seraient, de point de vue inconstants, imprévisibles et finalement un peu amateurs, nous sommes constants, prévisibles et nous sommes finalement un partenaire intéressant pour votre marché et c'est une réalité encore aujourd'hui. Donc on a une approche très particulière, mais la différence, et ça c'est vraiment, il y a une différence de contexte entre Trump 1 et Trump 2, c'est qu'il y a la guerre en Ukraine et voilà, on est bien sûr dans un climat de pas uniquement de tension en Europe, mais bien sûr au Moyen-Orient, puis avec bien sûr un lien entre les théâtres de crise, avec la Corée du Nord qui soutient la Russie, l'Iran qui soutient la Russie, etc. Donc on a une nouvelle configuration et l'Union européenne, l'Europe est moins, on va dire, sensible à l'offensive de charme chinoise dans ce contexte, dans le contexte du rapprochement sino-russe qu'on a évoqué d'ailleurs ensemble précédemment et qui se consolide depuis, qui a émergé réellement depuis 2014 lors de l'annexion de la Crimée, qui s'est consolidé depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Et donc, pour l'Union européenne, la position de dire, très bien, vous voulez être un partenaire, mais en fait, on a des positions diamétralement opposées sur la perception de ce qui se passe en Ukraine. Vous contribuez directement ou indirectement, selon les perceptions, à l'effort de guerre russe par l'exportation de technologies considérées de composants intellectuels, en renforçant les échanges commerciaux avec la Russie, ce qui permet indirectement de limiter l'impact des sanctions, en la maintenant à la table finalement des grands sommets multilatéraux, que ce soit les BRICS, l'Organisation de coopération de Shanghai et autres. Et donc, oui, on est dans une situation un peu particulière, mais la Chine a une offensive de charme, une stratégie de séduction vis-à-vis de l'Europe, mais aussi vis-à-vis d'un grand nombre de pays tiers. Récemment, Xi Jinping a conclu une tournée en Asie du Sud-Est. Pareil, il s'est positionné comme le pays qui s'oppose au protectionnisme, entre guillemets protectionnisme consolidé par l'administration Trump, le pays qui est le garant de la mondialisation, etc., etc. Donc c'est une position finalement assez standard. On se souvient même il y a 10 ans de positionnement de Li Keqiang, alors Premier ministre lors du sommet de Davos. La Chine garante de la mondialisation, contribuant au bien-être de l'humanité, etc. Ce discours internationaliste qui revient à chaque fois, qui est très contradictoire, parce que dans les faits, le marché chinois se ferme de plus en plus. La concurrence est considérée comme déloyale par un nombre croissant d'entreprises européennes et autres, et étrangères. Les tensions sur la Russie sont toujours vives. Les différences de perception des États-Unis sont énormes. Mais voilà, il y a toujours cette approche que la Chine considère comme payante, pas forcément vis-à-vis de l'Europe au final, mais vis-à-vis de ce qu'elle considérait des pays du Sud ou les pays en développement, qui sont, selon elle, les partenaires prioritaires dans ce monde en reconfiguration. Alors j'aurais aimé, on va continuer là-dessus et sur cette perception chinoise, mais justement c'est peut-être le moment de faire un petit point de détour méthodologique justement pour dire, on parle de la Chine. Et je l'ai dit en introduction, il y a une stratégie, il y a en plus c'est la beauté d'un régime autoritaire voire dictatorial, c'est que on peut s'assurer que la ligne c'est bien la ligne et que tout le monde s'y colle relativement, mais en fait la question c'est comment on fait pour étudier ça vu de l'Occident, parce que ça reste un pays, ça reste un appareil de pouvoir quand même assez complexe, avec forcément des divisions, forcément des divergences à l'intérieur, etc. Et même plus généralement, comment est-ce qu'on sait quelles sont les positions, quelle est la réflexion autour du centre du pouvoir? Je ne sais pas, par exemple, j'en ai aucune idée, mais si les délibérations du comité central du Parti communiste chinois sont publiques, à moitié publiques, quelles sont les sources, quelles sont les méthodes depuis ici, pour savoir comment les Chinois pensent et réagissent, en l'occurrence à l'événement qu'est le Trump comme un chien dans un jeu de quilles. Mais voilà, comment est-ce qu'on voit ça, comment est-ce qu'on appréhende ça depuis l'Occident ?
Alors, de ma petite expérience, je suis pas encore très vieille, mais je vieillis quand même. Et avec la distance, on va dire, des travaux de recherche, moi, je vois 3 écueils dans l'analyse de la stratégie chinoise aujourd'hui et que j'essaie d'éviter et que j'enseigne aussi à mes étudiants autant que possible. La première, c'est le culturalisme. C'est-à-dire les Chinois, au sens large, ne pensent pas comme nous, ne réfléchissent pas comme nous, dans une dimension existentialiste. C'est-à-dire qu'en gros, ils auraient un cerveau différent de nous. Et c'est ce culturalisme... Ce qui est un truc qui est un peu renforcé aussi par la rhétorique du Parti communiste chinois, enfin, civilisation souvent, de 5000 ans, souvent, etc. on entend, vous, les Occidentaux, vous ne pouvez pas comprendre la Chine, vous ne comprenez pas la Chine. Alors quand on parle chinois, ce qui est mon cas, ça énerve un peu. Mais même vous parlez chinois, mais vous ne pouvez pas comprendre, etc. Parce qu'en fait, il y a aussi cette volonté. D'ailleurs, c'est pas uniquement la communication ou la stratégie, c'est-à-dire il y a un positionnement chinois de lutter, de s'opposer à l'universalisme et de défendre un culturalisme, c'est-à-dire pas uniquement les étrangers ne peuvent pas comprendre la Chine, mais en fait la démocratie à l'occidental, telle qu'il qualifie à l'occidental, ne correspond pas aux Chinois et à d'autres peuples du monde. Chaque peuple aurait son système politique et il n'y aurait pas finalement de droit humain universel. J'aurais mis en substance. Mais pour revenir à la question qui nous intéresse sur l'analyse, le culturalisme, c'est de dire par exemple, les Chinois ne pensent pas comme nous, ce qui est réducteur et parfois même pourrait qualifier de raciste ou proches, mais surtout par exemple de dire les Chinois jouent au Go, ils jouent pas aux échecs, les Chinois sont dans le temps long et nous sommes dans le temps court. Je peux préciser que ce matin même dans Le Monde il y a une magnifique tribune de Trump joue au poker et Xi Jinping joue au Go. C'est pour ceux que ça intéresse, ils pourront le mais je veux dire, facilement. ils peuvent aussi jouer aux échecs et nous aussi on peut jouer aussi au Go. En fait, je veux dire, c'est ne pas après je critique pas. Moi, cette expression m'énerve parce qu'elle est un peu galvaudée. On en est tous là. C'est quand même le grand classique depuis Poutine. En fait, elle m'énerve dans le sens où elle est essentialisante. Elle pourrait nous faire penser que les Chinois vont pas agir d'une certaine manière parce qu'ils jouent au Go. C'est-à-dire qu'ils vont pas jouer aux échecs, ils vont pas jouer, aux puissance 4 ou à la bataille. Enfin, non, ils ont une palette d'outils, d'opportunités à leur disposition. Et ce qui est certain, c'est qu'ils cherchent. À la fois, il y a une vision de long terme qui est évidente, mais qu'il y a aussi une volonté de saisir les opportunités liées au contexte international. Moi, je vois bien vraiment l'ascension de la Chine, la consolidation du statut de puissance de la Chine, de deuxième puissance mondiale. Vraiment, on l'a vu depuis la crise économique et financière de 2008-2009. La Chine a compris qu'elle résistait mieux à la crise comparativement à d'autres pays. Et donc là, il y avait une opportunité à saisir pour renforcer un activisme diplomatique que l'on voit toujours aujourd'hui. Et donc, Trump 1, c'était aussi une opportunité dans un contexte de tension transatlantique de développer un nouveau type de rapport ou tenter de développer un nouveau partenariat avec l'Europe, mais aussi avec d'autres pays, mais surtout d'investir la gouvernance mondiale, c'est-à-dire investir les organisations internationales, alors que la Chine a un vrai projet de restructuration de la gouvernance mondiale. Donc il y a toute cette dynamique, il y a plein des éléments de contexte qui amènent à dire que go ou échec, il y a un contexte, c'est comment on joue le contexte, selon différents outils. Puis après, il y a l'outil diplomatique, cyber, militaire, on sait. Donc le premier biais pour moi, c'est le culturalisme. Deuxième écueil pour moi, et je veux pas paraître snob quand je le dis, mais c'est l'intellectualisme. C'est-à-dire, on parle chinois, on lit sur chinois, on a fait du terrain et tout, alors on voudrait essayer de surinterpréter des décisions, parce que c'est vrai que le système est opaque et pas facile à déchiffrer, donc essayer de trouver des logiques parfois où il n'y en a peut-être pas. Ou alors des explications qui paraissent rationnelles et qui ne le sont pas. Je vais donner peut-être 2 exemples. Un, le fait que la Chine, pour des raisons de rationalité économique, pour des raisons d'intérêt économique, aurait intérêt à engager une distance vis-à-vis de la Russie pour ménager sa relation avec l'Europe. On voit qu'il y a une offensive de charme mais qui est superficielle. Elle n'a pas engagé de distanciation vis-à-vis de la Russie, même si d'un point de vue économique, ça paraît contre-intuitif parce que la Russie n'est que le 11e marché, la 11e puissance économique mondiale et n'a pas de commune mesure par rapport à l'importance du marché européen pour sa croissance, alors que 30% du PIB chinois continue à être soutenu par les exportations. Donc ça, c'est un premier point. Pareil pour Hong Kong, par exemple, la loi sur la sécurité nationale adoptée à l'été 2020, politiquement, on comprend
l'intérêt chinois de Pékin, de vouloir harmoniser, entre guillemets, de vouloir faire évoluer le système politique existant à Hong Kong pour l'intérêt du parti, je synthétise, mais d'un point de vue économique et financier, les conséquences ont été désastreuses avec la fuite de sièges régionaux d'entreprises étrangères de Hong Kong vers Singapour ou d'autres grands hubs de la région Asie/Indo-Pacifique, avec une fuite de capitaux, etc. Mais la Chine continue à appliquer cette loi de manière stricte pour des raisons politiques qui, en cas d'arbitrage, finalement, l'emportent sur le politique. Donc ça, c'est un exemple. C'est-à-dire de projeter la rationalité qu'on aurait à leur place sur leurs décisions. Voilà, ou une autre façon, un autre, je pense peut-être, une surinterprétation, ou chercher à toujours trouver le rationnel où il n'y est pas toujours, en tout cas voir une forme de rationalité que la Chine n'aurait pas toujours, c'est par exemple de dire que parce que le développement économique, la croissance économique, ralentit, la Chine a tendance à vouloir être plus offensive dans son voisinage pour détourner l'attention de la population face à la situation intérieure. Ça, c'est un argument très intéressant, mais en fait, non, on a vu aussi qu'elle menait des manœuvres militaires dans l'étroit de Taïwan auparavant, quand la situation économique allait mieux, en fait. Et cela aussi, je pense que ça peut amener à des conclusions un peu hâtives, comme si finalement la politique étrangère et de sécurité n'était qu'une variable d'ajustement dépendante de la situation intérieure. Alors qu'on voit qu'on a une continuité entre les deux, bien sûr, les liens sont forts, mais ils ne sont pas toujours dans le sens où on l'attend et où on le comprend. Et le troisième écueil, pour moi, c'est le cynisme. En deux mots, ça serait de ne pas prendre le parti homo. Et pour revenir aux méthodes, en fait, le parti dit déjà beaucoup de choses. Dans son livre blanc sur la défense, dans ses différents plans et documents officiels plus ou moins longs sur toutes ces initiatives, que ce soit la nouvelle route de la soie, l'initiative globale de sécurité, globale de développement, etc. Et il y a quand même pas mal de choses qui sont dites dedans. Bien sûr qu'il y a des réunions à huis clos, et on n'a pas toujours, il n'y a pas souvent en général, on n'entend pas parler, et il y a des groupes dirigeants, les leading small groups, souvent dirigés par Xi Jinping, qui se réunissent. Et comme les décisions se prennent au sein du parti, et que les ministères sont des exécutants, en fait, les porte-paroles relaient la ligne du parti, mais quand on va voir des diplomates chinois, bien sûr, ils tiennent le discours officiel, mais même ce discours officiel, parfois, est moins informé que le discours officiel qu'on peut avoir souvent au sein du parti. Donc, il y a ce décalage-là qui est évident. Mais ceci dit, il faut quand même lire les documents officiels dans le texte. Ça, c'est une des approches que je pense que je prends. C'est très intéressant parce que c'est un truc qu'on dit, on l'a déjà dit à ce micro il y a longtemps, je pense, mais sur le fait qu'il y a une distance culturelle qui est réelle. Il y a beaucoup plus de gens en France et en Occident qui lisent le russe, par exemple, et encore plus, évidemment, l'anglais que le chinois. Et du coup, c'est des documents, alors sans même parler, je ne sais plus dans quel bouquin vous écriviez que il y a des discours à la télé, et alors ils sont très longs, ils sont un peu ennuyeux, mais il faut les regarder parce qu'en fait souvent il dit des choses, notamment les discours de Xi Jinping, puis il y a des documents qui sortent, alors souvent ils sont un peu ennuyeux et un peu arides, mais il faut les lire quand même, et le fait est qu'il n'y a pas tant de gens qui font cet effort-là que ça. Oui, parce que c'est très ennuyeux, mais vraiment très ennuyeux, c'est je ne sais pas si vous avez déjà essayé, Alexandre, de lire... je me suis arrêté au discours de Fidel Castro, déjà, c'était... Non, mais en fait, je fais ça, je m'ennuie à lire ce discours depuis pas mal de temps maintenant. Déjà, on a commencé ma thèse en 2008, donc je commence à y aller des discours, et on a vu une vraie évolution dans ces discours. Donc en fait, c'est intéressant de lire ces discours, bien sûr, sans être naïf, sans prendre tout ce qui est dit pour argent comptant, mais de voir quelle est l'évolution. Par exemple, par rapport à Xi Jinping, par rapport à Hu Jintao, on a vraiment vu un renouveau idéologique visible dans le texte. On a vu aussi un renforcement de l'ambition chinoise à devenir première puissance économique, première puissance complète mondiale d'ici 2050 pour les 100 ans de la création de la République populaire de Chine, avec des échéances intermédiaires notamment en 2035. Donc ces ambitions-là, on a vu un parti plus ambitieux, une volonté de réidéologiser à la fois les décisions de politique intérieure et étrangère, et un jargon donc socialiste, marxiste-léniniste extrêmement lourd.
omniprésent. Pour les 100 ans du parti, en 2019, je pense que là, on rejoignait, toute proportion gardée quand même, mais dans les grandes lignes, la communication maoïste. Et on peut dire, alors peut-être ça c'est juste du zèle, c'est la communication politique, c'est du marketing, où on peut se dire, non, arrêtons-nous, parce que ça veut dire en termes de politique intérieure et de politique étrangère. Politique intérieure, les conséquences sont évidentes, renforcement du poids du parti à tous les gestions de la société, renforcement de la supervision de l'économie par le politique, par le parti, avec des outils très concrets, l'augmentation du nombre de cellules du parti dans l'entreprise, etc. Dans l'accès au parti, renforcement des critères idéologiques pour le recrutement de nouveaux membres. Dans les méthodes d'influence maoïste, renforcement de la surveillance mutuelle entre camarades et des pratiques de dénonciation. Donc tout ça, on voit quand même que c'est pas uniquement des discours, mais ça s'accompagne d'actes. Donc bien comprendre les discours, ça permet, parce que finalement tout ça a été annoncé. Xi Jinping a annoncé qu'il fallait davantage se surveiller. Je synthétise. Et c'est un truc assez prodigieux, parce qu'en fait, quand on lit ces trucs-là, on a l'impression d'un voyage dans le temps. C'est-à-dire le vocabulaire léniniste sort des livres d'histoire pour revenir dans des trucs hyper contemporains. Oui, et ça paraît complètement anachronique. Et puis souvent, on me dit oui, mais vous écrivez rouge, machin, mais regardez les gratte-ciel, les machins, c'est une Chine moderne, etc. Oui, c'est l'illusion. C'est pas parce que c'est moderne, pas parce que la Chine devient un véritable leader technologique à échelle mondiale, qu'il n'y a pas de renouveau idéologique. En fait, ça paraît contradictoire, c'est un drôle de mélange, un système que on peut qualifier de plein d'adjectifs, ou de créer des néologismes comme l'on veut. Mais le renouveau idéologique est là à la fois en termes de politique intérieure et de politique étrangère. Mais là où c'est intéressant, c'est que vous indiquez qu'il y a un décalage, c'est-à-dire leur communication extérieure, elle s'est normalisée, elle s'est standardisée aux standards occidentaux, c'est-à-dire ils ne s'emmerdent pas aux sommets internationaux à donner de la prose marxiste-léniniste parce que ça ne marcherait pas. En revanche, dans les documents internes, là, la rhétorique et le jargonnage est toujours aussi fort, même plus fort que dans la décennie, disons, 90, quoi. Et là est revenu avec une vraie pensée de l'histoire, sur laquelle on va revenir, avec une vraie philosophie marxiste de l'histoire qui est fascinante à lire, quoi. Ouais, c'est pour ça que j'étais revenu sur... parce que c'était quelque chose que j'entendais souvent. Encore une fois, c'est comment on prend ce qu'on voit, ce qu'on entend. Parce que je parlais des documents officiels, mais il y a les échanges avec les diplomates, avec les think tanks chinois, auxquels j'accorde une importance, même encore une fois, s'il faut lire entre les lignes et pas prendre tout cela pour argent comptant. Vous indiquez d'ailleurs dans un article de politique étrangère que des think tanks chinois, il y en a de plus en plus et qu'ils les invitent à voyager, à échanger, etc. Alors, il ne faut pas les prendre pour des libres penseurs, des think tanks de la même manière qu'on prendrait des think tanks occidentaux, mais c'est quand même des gens avec qui on peut parler et qui viennent de Chine et avec qui il peut y avoir des échanges. Oui, en politique étrangère, ils sont tous affiliés au parti. Et ce que j'expliquais dans l'article, c'est qu'ils voyagent, mais de plus en plus de manière autorisée, sur mission, avec une durée limitée dans les pays étrangers, parce qu'on considère que l'exposition à l'étranger est potentiellement facteur de déstabilisation politique à terme. Et puis, ils sont de plus en plus des organismes de sharp power ou de diffusion du langage officiel. Mais déjà Oui, mais c'est pas de la pensée critique, mais c'est du corpus. Oui, bien sûr. Voilà, c'est une source parmi d'autres à employer. En fait, le paradoxe en Chine aujourd'hui, c'est que la Chine, de ma petite expérience, n'a jamais autant été couverte par les médias, par la recherche. Il y a beaucoup de gens qui travaillent sur la Chine. Alors ça paraît peut-être moins discuté que les questions russes, parce que peut-être c'est une question focale. Moi j'ai l'impression que la Chine est énormément couverte. En tout cas, il y a de plus en plus de couverture, même s'il y a de plus en plus de correspondants étrangers qui n'ont pas leur visa, donc ils couvrent la Chine depuis la Corée ou d'autres pays limitrophes, etc. Mais il y a de plus en plus de couverture sur la Chine, et en même temps l'opacité s'est renforcée. Et donc, comment on analyse, comment on suit un pays qui évolue quand même assez rapidement. De mon point de vue, c'est prendre la Chine au mot, c'est-à-dire que c'est la base. Après, on peut bien sûr identifier le double discours que vous mentionnez, c'est-à-dire que le discours idéologique n'est pas aussi fort dans sa coloration rouge à l'étranger qu'elle n'est au niveau national. Mais on voit dès le début du mandat Xi Jinping que la Chine perçoit l'Occident dans le cadre d'une rivalité systémique. Et ça, c'est intéressant à prendre en compte, parce que l'Union européenne le perçoit comme tel à partir de 2019. Elle perçoit... il y a une stratégie Chine qui a été publiée par Bruxelles en 2019, qui est toujours reconsidérée, ajustée, etc., pour voir si elle est à jour ou pas, mais qui disait en substance, la Chine est
un partenaire, un compétiteur et un rival systémique. C'est-à-dire qu'on peut être un partenaire économique, un compétiteur sur des questions commerciales, technologiques, et un rival sur le plan politique, même idéologique, en tout cas en matière des valeurs. Et là, on dit, l'Europe perçoit la Chine comme un rival systémique. Non, en fait, dès le départ, dès 2013, dès l'arrivée de Xi Jinping au pouvoir, la Chine a renforcé sa communication anti-occidentale, mais vraiment de manière très virulente. Après, on verra émerger la diplomatie des loups combattants sur les réseaux sociaux, notamment Twitter à l'époque, les diplomates chinois très virulents, mais dans la communication interne, la réflexion stratégique interne en Chine, on voit un discours de plus en plus anti-occidental qui ne tombe pas de nulle part, qui est d'héritage maoïste, donc un retour finalement du cadre idéologique maoïste, une communication anti-occidentale très forte, et on pose le cadre de rivalité systémique, puisque Xi Jinping dit, je résume en substance, il croit en la supériorité la supériorité du socialisme sur le capitalisme, en la victoire ultime du socialisme sur le capitalisme. Et on a souvent, et là c'est ce que j'avais vu au cours pas uniquement depuis l'arrivée de Xi Jinping au pouvoir, mais auparavant, on a régulièrement en Chine, lors d'échanges avec des officiels, avec des chercheurs, etc., une référence à l'histoire et l'évolution de l'humanité selon le référentiel marxisme-léninisme. C'est-à-dire que il y a eu l'esclavagisme, le féodalisme, le capitalisme n'est qu'un détour pour mieux revenir dans la juste voie du socialisme qui doit tendre vers l'idéal communiste. Et cela, ce n'est pas uniquement, encore une fois, du marketing politique, un vernis, on va dire rouge, pour rester dans la lignée des prédécesseurs. Non, Xi Jinping l'emploie dans un discours internationaliste qui est de dire les systèmes politiques existants en Europe, aux États-Unis, au Canada, en Australie, etc. Ces systèmes-là sont illégitimes, et on a emprunté lors de Deng Xiaoping, etc., certains éléments du capitaliste et du système politique en place pour apprendre, mais ce n'était qu'un détour parce qu'il fallait sortir de la pauvreté extrême dans laquelle nous étions dans la révolution culturelle, pour mieux revenir dans la juste voie du socialisme. Et aujourd'hui, maintenant que nous sommes deuxième puissance économique mondiale, nous devons tendre vers cet idéal communiste qui devrait faire le bien de l'humanité tout entière. Alors cet internationalisme n'est pas audible au niveau justement international, c'est-à-dire que c'est pas comme ça que la Chine communique vis-à-vis des pays tiers, mais en tout cas elle mène une stratégie de coalition qui, elle, est normative et systémique. C'est-à-dire, là, pour ne pas être intellectualisante, c'est-à-dire qu'elle renforce ses partenariats avec certains pays africains, certains pays d'Amérique latine, certains pays d'Asie Sud-Est, en se positionnant comme modèle, pas pour dire explicitement apprenez de notre système, socialiste, marxiste, léniniste, quel que soit le qualificatif. Non, elle dit apprenez de notre façon de faire les choses, de nos réformes, de notre façon de maintenir la sécurité, de notre système d'ordre, de police, et vous prospérerez et vous serez moderne comme nous. Alors justement, ça nous ramène aux États-Unis sur cette perception, alors qui est marxiste-léniniste, mais si on resserre peut-être un peu plus la focale sur maintenant, et en fait sur les 15-20 dernières années, parce que ça commence sans doute en 2008 avec la crise de 2008, mais voilà, comment se perçoit le pouvoir chinois dans cette confrontation croissante avec les États-Unis? On sait, on a fait 15 émissions dessus ici, sur la manière dont à Washington c'est divisé entre les gens, les perceptions, disons, différentes de la Chine, même si tout le monde est d'accord pour dire qu'il faut faire un pivot vers l'Asie. Voilà, ça c'est Washington. La question c'est, parallèlement, symétriquement, à Pékin, comment est-ce qu'on conçoit alors à travers un grand logiciel marxiste-léniniste dont on a déjà commencé à parler, mais comment on conçoit cette confrontation croissante avec les États-Unis? Est-ce qu'on le perçoit comme quelque chose d'inévitable? On fait référence parfois au piège de Thucydide de Graham Allison, qui est un gros poncif, qui est l'idée, ce concept selon lequel quand il y aurait une puissance en déclin et une autre émergente, en fait forcément il y aurait une guerre parce que les deux peuvent pas cohabiter comme ça. Ça a été très discuté, c'est pas mais bon, c'est un concept qui est très très utilisé. Est-ce que ça c'est quelque chose d'ailleurs qui a une pertinence, ou en tout cas qui a une résonance en Chine, ou pas du tout? En gros, comment les Chinois se perçoivent dans cette confrontation inexorable ou pas avec les États-Unis, et là où ils en sont à l'heure actuelle. Bon, déjà, tout à l'heure, je parlais d'ambition, de rivalité face aux États-Unis. C'est vraiment à prendre en compte. C'est-à-dire que c'est une ambition extrêmement forte. C'est-à-dire, quelle que soit l'évolution des tensions commerciales que l'on observe aujourd'hui, la rivalité
restera parce que pour la Chine, l'ambition est d'être numéro 1. Et donc, pour l'instant, elle ne l'est pas. Et donc, dépasser les États-Unis est une ambition forte, constante, indépendamment des tensions commerciales, etc. Donc, ça, c'est déjà à prendre en compte. Et ils veulent retrouver ou trouver la place qui sied à leur rang, au rang qu'ils ont dans la tête, en tout cas. Justement, on arrive au deuxième point, c'est le siècle d'humiliation et c'est le désir de revanche. Et pourquoi l'ambition est forte ? Parce que la Chine, selon la rhétorique du Parti communiste, bien sûr, là, l'histoire est plus nuancée, complexe que cela, mais c'est de dire que la Chine a été indûment reléguée au niveau des pays ou des puissances secondaires depuis les guerres de l'opium et qu'il est temps de mettre fin au siècle d'humiliation imposé par les puissances occidentales et mettre fin à ce siècle d'humiliation, c'est retrouver. Et ça aussi, c'est une matière à débat. La Chine, on ne peut pas dire que la Chine était puissance numéro 1 auparavant. On n'était pas dans un monde de la mondialisation, on n'était pas dans le même système. Puis il n'y avait pas de classement, et puis tout était relatif. Mais retrouver, selon la logique et la rhétorique socialiste, son statut de puissance, la première puissance mondiale et la place qui le serait due. Donc on est vraiment, c'est pour ça que quand la Chine insiste sur rapport d'égal à égal avec les États-Unis, être respecté, être considéré avec égard, tout cela, ce n'est pas uniquement, encore une fois, de la rhétorique. Elle fait tout pour y arriver et pour humilier en retour les États-Unis quand cela est possible. On l'a vu lors de l'échange en Alaska peu après l'arrivée de l'administration Biden au pouvoir, où c'était vraiment œil pour œil, dent pour dent à chaque phrase. Regardez chez vous, regardez les faiblesses, regardez encore une fois que Black Lives Matter, le désordre. Enfin, c'était vraiment là une rhétorique. On est pour la Chine considère que il y a des vulnérabilités américaines. Certaines sont réelles, d'autres pas forcément, mais ce n'est pas grave, il faut surjouer les vulnérabilités, creuser, communiquer sur les vulnérabilités des États-Unis pour que ça devienne une réalité et pour que la rivalité se fasse à l'avantage de la Chine. Mais concrètement, de ce point de vue-là, est-ce que Trump, ça les choque particulièrement ? Parce que nous, ça nous choque tous particulièrement parce que c'est des manières, tout ce que vous décriviez, humiliation, manque de respect, etc. Bon, Trump le fait avec tout le monde. Dans une certaine mesure, donc nous, ça nous heurte, ça nous brusque énormément. Est-ce que les Chinois, ça les brusque autant, ou est-ce qu'ils voient ça, de toute façon, comme le symptôme un peu plus apparent d'un truc qu'ils ressentent au fond depuis très longtemps, et du coup, ils prennent ça avec un peu plus de philosophie que nous ? Bon, là, ça, c'est très difficile à dire, parce qu'encore une fois, on peut analyser des grandes tendances, mais les perceptions profondes et réelles, ce n'est pas évident. On peut peut-être faire référence à certains travaux des conseillers de Xi Jinping, tels que Wang Huning, qui, en 1988, il a été étudiant 6 mois, enfin, séjour d'études aux États-Unis, et dès cette époque-là, il cherchait, dans son mémoire, dans ses rapports d'études, à identifier les vulnérabilités de la démocratie américaine. Donc, en fait, l'identification des vulnérabilités, ça fait partie du discours aussi du Parti communiste chinois, qui est de dire les États-Unis sont vulnérables déjà de base compte tenu de leur système politique. C'est-à-dire que c'est une démocratie et donc la démocratie c'est un système vulnérable parce que voilà, c'est un peu bordélique, il n'y a pas de respect de l'ordre, des anciens, d'une hiérarchie, etc. Et donc la Chine prône dans sa rivalité avec les États-Unis et dans sa stratégie d'ascension en tant que puissance sur trois dimensions: l'autoritarisme, qui pour elle est la précondition pour son ascension, c'est-à-dire que renforcer le poids du parti au sein du pays et de l'appareil de décision, enfin il n'y a pas un poids déjà central, mais que ce poids, cette supervision doit être consolidée pour maintenir cette ascension, ça c'est la précondition. Ensuite, l'avancement technologique. Il faut dépasser technologiquement les États-Unis. On voit que le retard se réduit aujourd'hui entre les puissances technologiques américaines et chinoises, et développer une stratégie de coalition qui vise à marginaliser l'Occident. Donc on est dans cette stratégie-là. Mais oui, alors pour revenir à vos propos, c'est-à-dire que en Chine, quand même, quand on regarde, c'est pas uniquement lire Xi Jinping dans le texte, mais suivre le fonctionnement du parti, tout est extrêmement lisse. Vous savez, quand vous rentrez dans le parti, en fait, vous devez promettre de garder les secrets du parti. C'est comme, alors on pourrait dire c'est peut-être un clan, une mafia, je sais pas, mais il y a des codes.
au sein du parti. Et là, quand vous voyez les fuites sur les boucles utilisées sur des réseaux commerciaux non sécurisés, quand vous voyez en fait des fautes, on peut dire, d'amateurs, de dirigeants américains, bien sûr, ça fait rire la Chine, et qui est un pays ultra sécurisé dans sa communication, dans son opacité, qui garde le secret. Donc il y a des éléments, je pense, qui font certainement rire, entre guillemets, les observateurs chinois au plus haut niveau. Il y a des failles, on va dire, systémiques dues au système qui, elles, sont analysées comme telles parce que ça fait partie de la vision chinoise des démocraties. En fait, ils calquent le même modèle aussi sur l'Europe. C'est ça qui est magnifique. Ouais. Il y a un truc, on a l'impression d'entrer dans le cerveau d'un marxiste-léniniste pur, quoi. Enfin, c'est-à-dire l'idée qu'il y a les grandes lois de l'histoire, etc., des trucs de Marx et Engels, quoi, les contradictions internes du capitalisme, voilà, et que de toute façon, donc, c'est des soubresauts. Matérialisme dialectique. Exactement, de soubresauts en soubresauts, de crise en crise. Donc 2008 était une première manifestation des contradictions internes du système, Trump en est une autre, etc. Et la grande loi de l'histoire se déroule, et on arrive donc vers le socialisme hégémonique à la chinoise qui a vocation à se répandre sur le reste de l'humanité, quoi. Il y a un truc comme ça, on a l'impression, en tout cas à vous le dire, que tout ça leur apparaît très cohérent. Oui, en tout cas, ils cherchent une cohérence. En fait, leur ascension n'est pas que pragmatique, et il y a une dimension pragmatique et transactionnelle. Mais ils enveloppent leur ascension, ou ils construisent leur ascension dans un cadre idéologique qui s'inscrit dans ce cadre marxiste-léniniste très clairement. Et ça, c'est à prendre en compte, parce que je pense que, encore une fois, tout n'est pas qu'idéologique, tout n'est pas que pragmatisme, défense des intérêts, au sens matériel du terme. Mais par exemple, dans la nouvelle division du monde défendue par la Chine, aujourd'hui, vraiment, elle parle de développer le cercle d'amis de la Chine. Ça, c'est depuis les vœux du Nouvel An de 2018 prononcés par Xi Jinping. Comme vous le savez, la Chine n'a pas d'alliés formels en termes de traité d'alliance, si ce n'est la Corée du Nord, et c'est à relativiser. Mais elle ne cherche pas, elle s'oppose au concept d'alliance, elle ne cherche pas à formaliser ses partenariats de sécurité, même s'ils se consolident, se développent, y compris avec la Russie. Donc ça, c'est une première chose, mais on a l'impression que la division du monde de la Chine, c'est-à-dire que renforcer le cercle d'amis de la Chine, c'est-à-dire développer des partenariats, ça s'inscrit dans une division du monde qui est d'influence, qu'on pourrait dire celle de la théorie des trois mondes, sous Mao. C'est-à-dire que, je ne sais pas si vous vous souvenez, au milieu des années 70, à la suite de la rupture sino-soviétique, la Chine faisait référence à trois mondes qui régissent la politique mondiale. Il y a deux superpuissances, donc à l'époque c'était l'URSS et les États-Unis, qui représentent une grave menace pour les autres. Il y a les pays développés, comme le Canada, l'Europe ou le Japon, qui sont liés aux superpuissances, mais y compris par des liens de sécurité, mais qui n'essaient pas ou rarement de lutter l'un contre l'autre. Et puis il y a les pays en développement, les pays pauvres, et la Chine, qui d'ailleurs aujourd'hui se positionne toujours comme un pays en développement, même si c'est la deuxième puissance économique mondiale, qui se qualifie comme tel en tout cas. Ils ont des intérêts communs qui reposent sur la lutte contre l'hégémonie du premier monde. Alors aujourd'hui, ce n'est plus cela, mais je lis cette division du monde parce qu'en fait, aujourd'hui, on voit que pour la Chine, il y a l'ennemi numéro 1, la superpuissance États-Unis, un ennemi avec une dimension obsessionnelle de la rivalité, très clairement, en tout cas perçue par Pékin. Il y a les pays maintenant dits du Sud, vis-à-vis duquel la Chine investit, voire surinvestit ces derniers mois et ces dernières années, et elle le fait encore plus depuis de Trump 2. Et il y a cette zone grise, dont l'Europe fait partie, qui, d'un point de vue de Pékin, par définition, est une zone hostile. En fait, c'est des alliés des États-Unis, c'est des Occidentaux. Je synthétise, mais c'est comme ça que la perception, d'ailleurs, se manifeste lors des échanges avec les think tanks chinois, qu'on ressent. Hein. Et donc, finalement, on ne pourra jamais vraiment leur faire confiance, ces Occidentaux. Ils ont un système politique, finalement, qui est déviant, qui voudrait, d'ailleurs, faire évoluer la Chine vers un système politique qui leur ressemble. C'est-à-dire qu'il y a des éléments de forces occidentales hostiles qui voudraient nous, soi-disant, démocratiser. Il faut lutter contre ces forces à l'intérieur et à l'extérieur du pays. Mais c'est quand même intéressant de bâtir des partenariats avec eux, parce que si cette zone grise est un peu séduite, ne serait-ce qu'un petit peu séduite par nos approches, le crack de la relation transatlantique est à notre avantage. C'est-à-dire que c'est pas de détruire l'Occident, c'est de le marginaliser en nombre, isoler l'ennemi numéro 1 et donc jouer sur les tensions transatlantiques manifestes. Et donc on a encore une fois à la fois une vision finalement de l'ascension de la Chine selon une histoire d'héritage maoïste, mais aussi
c'est le retour de concepts ou une vision du monde qui peut paraître manichéenne, les Occidentaux et le reste finalement, mais qui est assez réfléchie dans un rapport de force. Et c'est pour ça aujourd'hui que je me dis, attention, parce que là on parle beaucoup rivalité Chine-États-Unis, mais d'un point de vue chinois, c'est pas une rivalité bilatérale, c'est une rivalité qui se joue à l'échelle mondiale. Et au sein duquel l'Europe a une place stratégique. Et bien sûr, la Russie, bien sûr. C'est-à-dire que la Russie est un partenaire prioritaire, un pilier de ce cercle d'amis que la Chine essaye de consolider. C'est un pays qui soutient la Chine sur Taïwan, c'est un pays avec lequel on peut conduire des exercices militaires conjoints, c'est un pays avec qui on a des visites d'État à rythme très régulier. Encore en mai prochain, Xi Jinping et Vladimir Poutine vont se rencontrer pour parler coordination dans les enceintes multilatérales, etc. Donc ça, c'est très important. Et donc, on a la volonté de construire un front commun contre l'Occident et en même temps d'aller chercher les pays occidentaux qui seraient en désaccord avec les États-Unis. Et aujourd'hui, c'est du pain béni pour la Chine. Soit dit en passant, on peut dire que tout ça, pourquoi ça marche bien, c'est parce que c'est très raccord avec des trucs qu'ont dit les Occidentaux. Enfin, notamment, il y avait ce désir très clair dans les années 80-90 d'ouvrir la Chine. Par le commerce. Je crois que c'est un truc de Reagan où il dit à un moment, personne n'a jamais réussi à arrêter les idées là où les biens circulaient. Donc c'était l'idée, l'horizon. Et je crois que c'est Pierre Grosser, dans son dernier ouvrage sur l'autre guerre froide, dit que c'est un fantasme récurrent, mais depuis un siècle, les États-Unis pensent toujours qu'ils vont réussir à ouvrir la Chine. Il y a cette espèce d'idée permanente que ça va finir par arriver. Alors, juste pour... Donc il y a cette confrontation pour la recoller un peu, ce qui est quand même habituellement le thème du podcast, au sujet militaire, c'est-à-dire est-ce que c'est une confrontation qui a vocation à devenir militaire ? On le sait, on ne va pas refaire des trucs sur l'ascension des budgets militaires chinois vertigineux depuis des années, 6-7% de croissance par an, etc. Bon, c'est énorme, très bien. Mais est-ce qu'ils envisagent donc, cette confrontation, cette compétition de modèles comme quelque chose qui va se précipiter en mer de Chine, en tout cas dans l'environnement stratégique chinois militairement, et si c'est le cas, à quoi est-ce qu'ils se pensent prêts plus ou moins bientôt, ou est-ce qu'ils envisagent ça comme, un truc, toujours la loi de l'histoire, ça peut arriver dans très longtemps aussi, quoi. Oui, alors il y a la question de l'option militaire et la question du calendrier, c'est ça que vous posez. Et c'est vrai que c'est deux questions qui nous titillent tous et qui est liée à la définition aussi des intérêts fondamentaux de la Chine. Rossini, c'est toujours une définition très large, mais il y a une hiérarchie des priorités parce qu'on a clairement, comme vous le savez, la Chine a modernisé son APL à différents niveaux. Donc l'armée populaire de libération. L'armée populaire de libération. Grâce à une augmentation du budget de la défense, mais aussi grâce à une restructuration des ressources humaines au sein de l'armée, grâce à la construction de bases militaires à l'étranger, on a beaucoup parlé de la base de Djibouti, grâce au développement de la marine chinoise pour essayer de rattraper de manière asymétrique autant que possible la marine américaine, même si la Chine reste loin derrière, etc. On pourrait revenir dans des faits qu'on connaît tous, mais... mais c'est là que c'est intéressant, c'est un truc, ils n'ont jamais cherché à être à égalité. Ils cherchent à être à égalité sur le théâtre pacifique, en termes de dimensionnement. Et par ailleurs, ils les produisent beaucoup plus rapidement que les Américains. Oui, et la question, c'est pourquoi faire et quel objectif au niveau du positionnement et des priorités, ce qui est très clair, c'est que le renouveau de la nation chinoise, tel qu'ambitionné pour 2050, l'ambition dont on parlait auparavant, elle ne peut être complète qu'avec ce que Xi Jinping appelle la réunification de Taïwan. Donc, c'est-à-dire que pour quel objectif, pour quels intérêts la Chine serait prête à utiliser l'option militaire ? C'est ça la vraie question, en fait. Moi, après, on ne sait jamais, mais après, on pourrait dire qu'il y a déjà une rivalité quasi militaire, l'utilisation d'outils hybrides, cyberattaques, cyberdéfense avec les États-Unis. C'est ce qu'on est dans un niveau de tension élevé. Mais c'est vrai, mais c'est pas la même chose. C'est toujours bien de pas céder au relativisme. C'est vrai que c'est de la conflictualité, c'est vrai que c'est important, c'est vrai que c'est dangereux. En vrai, quand il y a des gens qui meurent, c'est un peu. Alors même s'il y a des cyberattaques sur, peu importe, mais c'est pas la même chose si un jour ça pète vraiment en Asie. C'est pas exactement la même chose. Non, la question de Taïwan est sur la table. C'est très important pour la Chine, puisque c'est considéré comme un enjeu de politique intérieure, en fait. C'est-à-dire que la Chine doit être complète, et pour être complète, il faut, entre guillemets, réunifier Taïwan, et donc c'est une priorité. Alors les États-Unis, sous Joe Biden, avaient beaucoup suggéré l'année 2027 comme celle d'une
potentielle utilisation de l'outil militaire par la Chine pour réunifier Taïwan, ou en tout cas une attaque militaire ciblée sur certaines îles proches du territoire de la Chine dite continentale pour ensuite promouvoir ses intérêts au-delà. Après, ils sont revenus sur cette année, en tout cas, ils s'étaient moins clairement communiqué, y compris dans les rencontres transatlantiques. Ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, la Chine considère que tous les outils sont sur la table. Dans les discours officiels, la Chine, bien sûr, après, pour la question d'ambiguïté stratégique, mais ne met pas de côté l'utilisation de la force en cas de tension avec les États-Unis sur Taïwan, parce que c'est bien ça qui est en jeu. C'est-à-dire toujours la perception que à Taïwan, le vrai problème, c'est les États-Unis et la population taïwanaise qui se considérerait taïwanaise plutôt que chinoise, qui serait plutôt pour ce que la Chine considère être une indépendance, sont finalement manipulés par l'Occident, les États-Unis, et voilà, selon un complot fomenté par la CIA dans une approche qu'on pourrait justement qualifier de complotiste et simpliste, mais cette perception tient vraiment. Mais bien sûr que la Chine essaye déjà de par des capacités de dissuasion, à terme, renforcer ses capacités militaires pour peut-être ne pas avoir à les utiliser dans une stratégie de réunification qui utiliserait d'autres éléments de puissance. Vis-à-vis de Taïwan, ce qu'on voit réellement, et ça c'est peut-être important d'élaborer un peu sur Taïwan, parce que c'est quand même aussi au cœur de la rivalité sino-américaine, c'est au cœur de la perception chinoise de son environnement géographique immédiat et de sa stratégie militaire, c'est de dire... lorsqu'on lit, par exemple, le dernier rapport du Congrès, c'est de dire vis-à-vis de Taïwan, il faut une approche ciblée et différenciée. C'est-à-dire clairement, il y a des forces hostiles au sein de Taïwan, il y a des forces amies, patriotes, et donc il faut taper sur les forces hostiles, c'est ce qu'ils appellent sécessionnistes, et soutenir les patriotes. Donc concrètement, aujourd'hui déjà, on le voit, il y a des campagnes en ligne pour influencer l'opinion publique taïwanaise, notamment en amplifiant sur les réseaux sociaux les messages de scepticisme sur la puissance américaine, c'est-à-dire tout ce discours sur la vulnérabilité des États-Unis, pas au sens large, mais aussi vulnérabilité vis-à-vis de Taïwan, c'est-à-dire que les États-Unis, sur lesquels on ne pourrait pas compter en cas d'attaque, les Taïwanais seraient lâchés par les États-Unis. Tout ça, c'est déjà amplifié sur les réseaux sociaux. Donc, il y a une approche déjà de communication et de propagande sur les réseaux sociaux. Il y a des manœuvres militaires toujours en parallèle, comme récemment. Il y en a eu le mois dernier, des manœuvres militaires simulant un blocus autour de l'île, qui sont d'envergure, d'ampleur, qui sert à la fois d'entraînement pour la Chine, mais aussi à tester la réaction de Donald Trump, de l'administration Trump 2 dans ce contexte. Il y en avait eu aussi sous Joe Biden, notamment en mai 2024. Et puis, il y en a eu au cours à chaque point de tension avec les États-Unis lors de visites de sénateurs à Taïwan, etc. Je ne vais pas revenir dessus. Et puis, il y a aussi l'outil du droit. Et ça, je pense que c'est très important à avoir en tête parce que, encore une fois, la Chine a utilisé le droit vis-à-vis de Hong Kong. Le lawfare, mais de manière assez basique, l'adoption unilatérale d'une loi qui s'applique au territoire hongkongais. Et le statut de Hong Kong est différent de Taïwan, puisque Hong Kong a été rétrocédé à la Chine en 1997, ce qui n'est pas du tout le cas de la situation, bien sûr, à Taïwan. Il y a une histoire différente derrière chaque territoire, mais finalement, l'adoption de cette loi sur la sécurité nationale s'est faite avec quelques réactions, mais pas si forte que cela à travers le monde. Ça a surpris beaucoup et beaucoup se disaient la Chine ne va pas appliquer de manière stricte ce droit. Elle ne pourra pas, encore une fois, pour une question de rationalité économique. Elle va trop perdre économiquement, financièrement, et elle l'a fait, elle continue. Et c'est fou à quel point la situation à Hong Kong a changé très très vite. Et donc aujourd'hui, le concept d'un pays, deux systèmes, c'est le concept qui a été employé par le Parti communiste pour parler de Hong Kong, qui reste un modèle pour Taïwan. C'est-à-dire que la Chine voudrait imposer la même chose à Taïwan, même si, bien sûr, on peut critiquer ce concept parce que deux systèmes, on ne voit plus vraiment où sont les deux systèmes entre Hong Kong et le reste de la Chine aujourd'hui, même s'il reste encore des divergences. Mais donc, ce concept d'un pays de système ne prend pas du tout à Taïwan. Les Taïwanais le rejettent justement parce qu'ils ont vu Hong Kong en contre-exemple et qu'ils ne veulent pas devenir des Hongkongais. Mais il y a un ajustement de la formule côté chinois qui est de dire maintenant, on va parler d'un plan complet, comprehensive plan pour Taïwan. Et on a aujourd'hui une liste de Taïwanais
identifiés comme sécessionnistes qui sont dressés par le Parti communiste chinois, des Taïwanais, mais aussi d'entreprises, d'ONG, etc., perçus comme hostiles. Avec aussi, on a une agence de presse d'État Chine Nouvelle qui a annoncé en juin 2024 que la peine de mort pourrait être infligée aux meneurs sécessionnistes présumés, car ils causeraient un préjudice particulièrement grave. Donc on a des débuts de développement en fait, juridique touchant l'île, et puis potentiellement une application extraterritoriale du droit chinois sur Taïwan. Et donc tout ça pour dire que, pour reprendre la question, c'est-à-dire que l'outil militaire est sur la table, la Chine essaye de rattraper de manière asymétrique ses capacités militaires par rapport aux États-Unis. Les États-Unis restent quand même plus fortes à la fois en termes d'expérience, de capacité de projection, puis en termes aussi technologiques et d'expérience de terrain. Ça, on le voit, mais la Chine, en parallèle, promeut une approche ciblée de l'île qu'il ne faut pas sous-estimer, c'est-à-dire l'un n'empêche pas l'autre, mais moi ce que je vois dans les prochaines années, c'est plutôt des outils moins risqués, l'emploi d'outils moins risqués vis-à-vis de Taïwan, et je ne plaquerai pas la comparaison, regardez ce que la Russie a fait en Ukraine, la Chine serait tentée de faire la même chose à Taïwan, etc. Bon, je pense que la Chine n'a pas besoin de la Russie pour dresser une stratégie sur mesure et ciblée vis-à-vis de Taïwan. Surtout, on peut pas dire que la Russie est très bien tournée pour eux. C'est-à-dire, à plein d'égards, la doctrine militaire chinoise est en tout point inverse à ce qu'a fait la Russie en Ukraine, c'est-à-dire trouver de la surprise, etc. Ça marche pas. Ce qui est intéressant quand même de voir, c'est comment la Chine, bien sûr, regarde quand même de près ce que fait la Russie, ce qui se passe en Ukraine. Elle regarde de près comment la Russie réagit et survit ou se démène par rapport aux sanctions. Et donc c'est intéressant de dire, parce qu'il y avait aussi l'approche des sanctions, c'est de dire sanctionner fort la Russie, c'est bien pour sanctionner la Russie déjà au premier degré, en message et en conséquence vis-à-vis de la Russie, mais aussi c'est bien vis-à-vis d'autres pays qui s'est tenté de faire la même chose pour les dissuader, c'est-à-dire attention, vous voyez ce qu'on est en train de faire à la Russie, si vous faites la même chose, c'est-à-dire que si la Chine par exemple enverrait Taïwan, on pourrait vous sanctionner très fort. La Chine, elle voit les choses différemment, elle dit oui, en effet c'est intéressant de voir ces sanctions, de constater leur ampleur et de voir aussi comment la Russie les contourne ou comment on peut les contourner avec la Russie. Ça nous prépare à terme, quand on sera sanctionné, quand on aura fait quelque chose qui serait mal perçu par les pays occidentaux, comment on contourne cela. Je ne dis pas que les sanctions sont illégitimes, je pense juste qu'elles sont observées côté chinois. On sait que ça fait longtemps qu'ils s'y préparent, on sait que ça fait longtemps qu'ils se préparent à être coupés de SWIFT, à développer des... Et donc le découplage dont on parle beaucoup, le de-risking, etc. En fait, la Chine, vraiment, c'est pour ça que je pense, et là on revient à la première question au début de notre discussion, que la Chine va pas se dépêcher d'engager des négociations, on va pas jouer les négociations même si la porte restera ouverte, parce que pour elle c'est un mal pour un bien, c'est-à-dire que le découplage de toute façon est en route. Et peut-être que j'aurais dû souligner ça dans la première réponse, c'est-à-dire que déjà sous l'administration Trump 1 et sous Trump 2, la Chine veut limiter sa dépendance aux États-Unis et puis aux pays potentiellement hostiles au sens large. Et donc c'est pas quelque chose qui va se faire overnight, c'est pas quelque chose qui va se faire du jour au lendemain. La Chine reste dépendante des États-Unis, des marchés européens, mais l'objectif vraiment, c'est de renforcer ce que Xi Jinping appelle l'autosuffisance, notamment dans le domaine technologique. Là, ça va pas se faire overnight. Si ça reste à 145 contre 125, et d'ailleurs les Chinois le disent. Ils disent ça montera plus parce que là, en fait, ça n'a pas de sens. Là, on fait plus de commerce et on va arrêter d'en faire. Et du coup, ça pose la question, mine de rien, de comment on revient à cette question, mais comment ils perçoivent Donald Trump et comment ils le perçoivent peut-être par opposition à Joe Biden. On n'en a pas parlé du tout quasiment de la présidence Biden, mais c'est intéressant parce que ça a été extrêmement agressif contre la Chine. Vous n'avez pas parlé de l'Inflation Reduction Act, il y a le CHIPS Act, etc. C'était moins rhétoriquement agressif, c'était substantiellement très très énervé. Là, Trump arrive avec plein de concepts qui, en tout cas d'un point de vue... disons marxiste-léniniste, ils n'ont pas beaucoup de pertinence, de genre il me respecte pas, etc. Moi je suis un homme fort, voilà. Mais comment est-ce que, à votre avis, ils ont perçu cette séquence Trump 1, Biden, Trump 2 ? Est-ce que, c'est la longue loi de l'histoire, ou est-ce que là quand même il y a quelque chose auquel il faut se réajuster un peu en urgence avec plus ou moins de sérénité ou de fébrilité, quoi ? Sur la perception ou sur l'action de la Chine ? Les deux.
Alors, la dernière partie de la question sur l'analyse Trump 2, en tout cas l'élection, c'est assez difficile parce que la Chine a quand même été assez prudente dans sa communication. C'est-à-dire que la Russie, clairement, avait un candidat préféré de manière explicite. En fait, la Chine a vraiment fait très attention à sa communication. Mais de mon point de vue, la Chine était très satisfaite de l'arrivée de Trump, du retour de Trump au pouvoir, ce qui peut paraître contre-intuitif, parce que voilà, c'est l'adoption. Alors je pense qu'elle a été surprise par le niveau de sanctions, enfin de droits de douane adoptés, c'est-à-dire qu'elle ne s'attendait pas, je pense, à une escalade si rapide et des taux si élevés. Mais oui, elle s'attendait à la fois un renforcement des tensions commerciales et technologiques sino-américaines, et le renforcement des tensions transatlantiques et la remise en cause de l'engagement américain dans certaines instances multilatérales ou remettre sur la table son engagement, sa contribution au sein de l'OTAN, en tout cas la dynamique au sein de l'OTAN, etc. Et tout ça, c'est très important pour la Chine. C'est-à-dire que d'un point de vue intérieur, oui, la Chine va faire face à une situation tension commerciale et technologique plus importante et ça peut avoir des conséquences sur le ralentissement de la croissance qui est déjà assez élevé dans un contexte aussi de tension, de crise immobilière, des soubresauts de la crise immobilière, le chômage des jeunes, l'insertion, enfin on connaît la situation économique difficile, on ne va pas développer là-dedans. On va pas développer, mais c'est compliqué. Donc c'est difficile à gérer au niveau intérieur quand même, c'est des droits de douane pour la Chine aujourd'hui, vraiment. Ils vont devoir serrer les dents et choku, comme on dit en chinois, manger amer, parce que ça a des conséquences pour une économie, un marché qui est très dépendant d'exportation. Mais sur sa stratégie internationale, de plus long terme, de marginalisation de l'Occident, la référence tout à l'heure à la théorie des trois mondes, les rapports de force, elle considère que vraiment c'est une période d'opportunité. Et je pense que c'est peut-être ça que l'on sous-estime, si c'était la question. Qu'est-ce que l'on ne voit pas ou qu'est-ce qu'on pourrait mieux voir? Et encore une fois, on tâtonne, ça reste un monde changeant et souvent surprenant. Mais c'est le degré, on va dire, d'activisme chinois ailleurs. C'est-à-dire on se concentre sur la relation sino-américaine, sur la guerre en Ukraine. Et nous-mêmes, Européens, on a raison de se concentrer sur ce qui se passe en Ukraine, les négociations qui n'aboutissent pas, les tensions, les rencontres au Vatican, etc. Mais la Chine, pendant ce temps-là, renforce ses partenariats avec les pays tiers, c'est-à-dire certains pays du Sud-Est, certains pays d'Afrique, certains pays d'Amérique latine, dans une dynamique qui est quand même relativement convergente, c'est-à-dire que le discours chinois anti-occidental, bien sûr, ne prend pas chez nous, ou que très peu, et encore, il faudrait voir, ça dépend, là je parle au niveau des gouvernements, mais la Chine a quand même réussi à créer une capacité d'entraînement, à fédérer certains pays autour de ses positions, mais aussi autour de ses positions, pas uniquement sur ces sujets nationaux, comme le Xinjiang, les droits de l'homme, etc., mais de ses positions au niveau international. Par exemple, récemment, la Chine a lancé un groupe d'amis pour la paix, intitulé comme tel aux Nations Unies, avec le Brésil, l'Afrique du Sud et d'autres pays, pour dire, voyez, en substance, nous, on essaie d'être constructifs, alors que les États-Unis patinent dans leurs tentatives, et puis surtout, alors que l'Occident a été responsable de des questions de sécurité alimentaire et énergétique avec l'imposition de leurs sanctions face à la Russie. Et toujours donc la construction d'un discours, mais aussi la formation de coalitions anti-occidentale, puisqu'au final, c'est toujours l'Occident qui est la faute de tout. C'est à cause de lui que la guerre en Ukraine a éclaté, à cause des soi-disant 4 vagues d'expansion vers l'est de l'OTAN. C'est à cause du COVAX et de la gestion à 2 poids 2 mesures des vaccins en période de Covid que une partie de la population mondiale a souffert de la crise pandémique. C'est-à-dire qu'il y a toujours une réinterprétation, un éclairage. Et donc, je pense que ce qu'il faut peut-être bien observer aujourd'hui, c'est ce que fait la Chine, pas vis-à-vis des États-Unis, parce qu'en fait, elle considère qu'il n'y a pas grand-chose à faire et que ce n'est pas à elle de faire le premier pas, mais vis-à-vis d'autres pays. C'est-à-dire sous l'étiquette de l'initiative globale de sécurité, elle forme des militaires, des pays en développement, on dit en développement, encore une fois, ces concepts ne veulent plus dire grand-chose aujourd'hui, mais elle forme des militaires, des policiers, elle renforce ses programmes de formation, elle renforce les échanges avec les élites politiques de tous bords, avec un parti communiste chinois qui traditionnellement échangeait avec des partis frères, socialistes, communistes,
anticolonialiste. Aujourd'hui, elle invite à droite, à gauche, elle se rend à droite, à gauche. En fait, c'est une diplomatie très, très active. Pas uniquement une diplomatie économique, technologique, mais aussi une diplomatie militaire qui ne se fait pas par la formalisation d'accords, qui ne se fait pas par la création d'un OTAN alternatif, c'est-à-dire une institution formelle créée avec un siège à Pékin, mais qui se fait quand même par une capacité d'entraînement et une organisation, une coordination de grands raouts multilatéraux, les BRICS, l'Organisation de coopération de Shanghai et d'autres, qui ne sont pas négligeables et émergent aujourd'hui dans le monde des forums alternatifs qui ne sont plus tout alternatifs en fait, qui deviennent des forums de référence où un discours totalement alternatif au nôtre ou des positionnements totalement alternatifs aux nôtres ont émergé et doivent être, je pense, pleinement pris en compte parce que le risque que l'on a aujourd'hui, c'est le défi que l'on a, c'est-à-dire les tensions transatlantiques sont réelles et basées sur des divergences réelles de l'Ukraine à d'autres théâtres de tensions ou de guerre. Donc, ils sont réels et en même temps, le creusement des tensions transatlantiques peuvent nuire à notre même capacité d'influence, même à notre survie en termes de démocratie et de puissance européenne. Là, je simplifie un peu, mais c'est-à-dire que on est dans un contexte où les tensions transatlantiques sont fondées, sont compréhensives, elles ne peuvent pas être évitées, et en même temps, dans un contexte où toutes ces tensions-là contribuent, sont exploitées par des pays qui savent former coalition aujourd'hui. C'est ça que je pense qu'il faut bien peut-être prendre en compte. C'est-à-dire, on a souvent dit que la Chine ne pouvait pas rassembler, ne pouvait pas fédérer, parce que c'est pas un pays attirant, la capacité l'attractivité, le rêve chinois, entre guillemets, ne fait pas rêver, le soft power n'en est pas un, etc. Mais en fait, non, des étudiants russes, iraniens qui vont étudier en Chine, il y en a beaucoup, des diplomates qui sont en échange dans un pays, dans l'autre, il y en a beaucoup. Le renforcement des échanges people to people, oui, ils sont présents. Et donc, on a un réajustement des partenariats, pas uniquement économiques, commerciaux, technologiques, mais aussi humains, qui s'alignent avec les positions politiques, géopolitiques. Et à terme, je pense que réellement, si on note pas la capacité de coalition de la Chine, on risque de pas pouvoir y faire face. Et là, je pense par exemple, il y a 3 ans, lors de votes au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, la Chine a arrivé à fédérer un nombre supérieur de pays sur la question du Xinjiang. Par exemple, lorsque 17 pays menés par le Canada demandaient une enquête indépendante sur la situation au Xinjiang, la Chine a réussi overnight, là justement du jour au lendemain, à réunir 19 pays pour s'opposer à ce qu'une enquête indépendante soit tenue. Et ça peut pas être là. C'est sur la question du Xinjiang, mais ça pourra être vrai peut-être à terme sur la question de l'Ukraine, sur certains éléments de la situation ou de nucléaire iranien, sur certaines questions en Asie-Pacifique ou en Indo-Pacifique, et c'est une réalité qu'il faut prendre en compte à mon avis. Peut-être dernière question, vous disiez, c'est amusant, vous disiez, oui, l'anti-occidentalisme, ça marche pas très bien en Occident, mais alors c'est marrant parce que en vous lisant, je voyais, vous soulignez des points rhétoriques, mais qui sont pas que rhétoriques, du régime chinois, où vous disiez notamment la critique de la conception occidentale des droits de l'homme, la conception du journalisme occidental, la conception de la société civile, qui sont autant de trucs qui marchent très très bien pour Donald Trump. C'est des points, et tout ça pose la question de la convergence réelle, profonde, il y a un affrontement, mais au fond, il y a aussi une ressemblance dans certaines mesures. Enfin, il y a une question de virilisme au cœur de la rhétorique trumpienne qui n'est pas absente de l'idéologie du Parti communiste chinois de Xi Jinping. Il y a un certain nombre de choses comme ça, et c'est amusant, je me dis... c'est un truc qui m'est... En voyant Donald Trump, tout le monde pense au fascisme. Tout le monde pense au macartisme, etc. Mais un point de comparaison historique intéressant, moi je trouve que c'est la révolution culturelle chinoise. C'est-à-dire c'est un vieux dirigeant autoritaire qui revient et qui décide de mener une sorte de guerre permanente, de chaos permanent contre ses ennemis politiques pour affirmer son emprise sur le pouvoir. Donc voilà, c'est plus c'est anecdotique, mais pas tant que ça, c'est-à-dire sur cette espèce de convergence de... Est-ce que la victoire de Donald Trump n'est pas aussi une victoire de l'anti-occidentalisme, y compris dans le chantre même de l'Occident, qui fait les affaires de la Chine d'une manière ou d'une autre? Oh là là, c'est pas facile. Non, elle est pas facile celle-là. Mais... Non, mais je vous suis pas du tout sur la comparaison avec la révolution culturelle, parce que je trouve que déjà... Non, mais je comprends l'intérêt de la comparaison, c'est pas...
une critique de l'hypothèse en elle-même, mais je vous suis pas parce que déjà la comparaison de la révolution culturelle se faisait déjà beaucoup en Chine, même en Chine, alors que oui, il y a eu des artistes envoyés à la campagne au début du mandat Xi Jinping, qu'on appelle la surveillance mutuelle, parfois certains professeurs sont dénoncés, etc., par leurs étudiants. Là, donc c'est des éléments qui rappellent la révolution culturelle. Il faut garder toute proportion dans la comparaison, c'est-à-dire que c'était quand même une période extrêmement meurtrière, extrêmement violente, extrêmement agressive, et donc je fais très attention à ces comparaisons-là. Et je fais aussi attention au fait que finalement, aujourd'hui, les États-Unis suivraient le modèle chinois ou copieraient ce que fait la Chine, ou qu'il y aurait un mimétisme. Peut-être qu'il y a une convergence, mais alors, à mon avis, elle n'est pas du tout idéologique et conceptuelle. Peut-être que le résultat peut paraître convergent, c'est-à-dire que, oui, fermer les agences... Il y a une sorte d'affaiblissement des valeurs de l'Occident libéral qui ont fait une sorte d'hégémonie culturelle depuis, disons, au moins la fin de la guerre froide, et que ce truc-là, c'est central au soft power chinois, en tout cas à la rhétorique chinoise, et que c'est quelque chose que Donald Trump applique tout à fait lui-même, même si il le fait évidemment pas pour plaire à la Chine. Oui. Après, pour revenir peut-être au b.a.-ba, les États-Unis considèrent la Chine comme la première des menaces. Et y compris une menace systémique, ça reste, même si sous Joe Biden il y a davantage d'importance accordée aux droits de l'homme, à la défense des droits de l'homme, des valeurs, etc., ce qui est un peu moins présent dans le discours de Donald Trump, mais le fait qu'il y ait quand même un consensus bipartisan relatif sur l'identification de la Chine comme la première des menaces, déjà voilà, ça cadre un peu en fait cette rivalité, même si je comprends, on parle d'une autre question là, mais côté chinois, la rivalité reste systémique même sous Trump, c'est-à-dire que la Chine ne voit pas de convergence du tout, parce que si c'est une convergence, ça serait une convergence peut-être, on va dire... De critique du modèle occidental, du modèle libéral occidental, dont on a beaucoup dit en Occident que c'était ça qui avait fait tomber l'URSS d'une manière ou d'une autre, ce qui est relativement faux. Mais bon, il y avait une sorte de conscience occidentale de la supériorité d'un modèle de démocratie libérale. Qui prend un bon coup aussi avec Donald Trump, pas que avec... Oui, elle prend un bon coup, c'est vrai. Mais on est vraiment quand même dans des systèmes politiques très différents, même s'il y a une érosion de la démocratie sous Donald Trump, et plus rapidement qu'on imaginait, y compris dans la recherche, etc. Mais là, on est vraiment dans un système, je veux dire, on n'en a pas beaucoup parlé, mais le système politique intérieur chinois, on est là, par exemple, aux États-Unis, on voit commencer à émerger une fronde de certains hommes de droit à Washington et ailleurs, des critiques qui commencent à réapparaître dans le camp démocrate, une réaction, etc. En Chine, et on oublie peut-être, mais on est dans une situation en fait de peur au sein du parti, avec une opacité, mais aussi une discipline extrêmement virulente, qui sont à des allées-lumière de l'administration, de ce qu'on voit aux États-Unis aujourd'hui, mais avec toutes les faiblesses que l'on note. Il faut se rappeler qu'il y a énormément de destitutions, de responsables congédiés. J'ai fait la liste récemment. Il y a le ministre des Affaires étrangères, Qin Gang, qui a été congédié en juillet 2023, le ministre de la Défense, Li Shangfu, qui a été congédié en octobre 2023, le général He Weidong, il y a 2 mois, qui était membre de la commission militaire centrale, 6 mois après la suspension de Miao Hua. C'est pas des suspensions style Trump, c'est des mises en résidence surveillée, un système de punition interne au parti, avec des personnes qui disparaissent plusieurs mois, qui réapparaissent ou qui ne réapparaissent pas. En fait, on est dans des situations vraiment, vraiment différentes. On est dans une censure quasi permanente, à la fois, bien sûr, du discours, de la communication, mais aussi, bien sûr, de tout ce qui est enseigné à l'école. On n'est pas dans un revirement anti-woke. Enfin, je veux dire, il n'y a jamais eu de mouvement réellement woke en Chine, parce qu'il ne peut pas émerger de toute façon. Donc, voilà, attendons de voir un peu. Moi, je fais très attention aux comparaisons. Ce qui est sûr, c'est que ce qui se passe aux États-Unis, en ce moment, la Chine considère que c'est à son avantage, à la Chine, à son avantage, que ça renforce la vulnérabilité et le déclin de l'Occident, que s'il n'y a plus que l'Europe, le Canada, l'Australie et porter ces voix, on va dire, plus on va dire traditionnelles de la démocratie et du libéralisme, c'est bien parce qu'ils sont plus nombreux, et encore, il faudrait qu'ils le défendent de manière coordonnée et vocale, efficace, ce qui n'est pas forcément encore le cas. Et donc, oui, je comprends la question, mais j'ai beaucoup de mal. En fait... mais je trouve ça très bien que vous ayez remis faut lutter contre le relativisme aussi là-dedans, et c'est-à-dire de remettre les choses à leur place. C'est vrai que d'un côté il y a une vraie dictature, et peu importe, c'est-à-dire là où je suis pas sûr, c'est je pense que ce que Trump a en tête,
C'est un truc un peu à la chinoise, ça lui plairait bien. Après, le fait est qu'il y a encore... Oui, mais il ne connaît pas. La différence, c'est que je pense après, je ne vais pas parler pour Trump, je ne suis pas spécialiste des États-Unis, mais je pense beaucoup de personnes, et je pense que c'est peut-être Trump, qui n'ont pas vécu dans le système autoritaire, ils ne connaissent pas. Là, on peut dire qu'ils n'ont pas conscience de la dureté du système chinois. Je veux dire, peut-être aussi du système russe. Je dis ça, il est pas bête probablement, etc. Mais je veux dire, on peut balayer certaines idées, recadrer les universités, etc. Mais en Chine, on a un niveau de recadrage et de surveillance qui est d'héritage soviétique. Il faut bien se rappeler ça. En fait, les renseignements au cœur, la surveillance humaine, mais aussi aujourd'hui technologique au cœur, un système ultra protégé de communication et de protection du secret, comme on l'a vu, une vision et une action très coordonnée de la propagande d'héritage soviétique, encore une fois, et rien n'est laissé au hasard. Donc, à voir. Merci beaucoup Alice Ekman. Merci. Donc, je vais rappeler les 2 ouvrages qui sont d'ailleurs tous les 2 en poche, je pense, oui. Parus originalement aux éditions de l'Observatoire. Dernier vol pour Pékin et le précédent Rouge Vif. C'était donc Le Collimateur, un podcast produit par Alexandre Jublin et distribué par Binge Audio. J'en profite pour dire au passage, pour ceux que ça intéresse, que j'ai fait pendant les vacances qu'il aurait raté des chroniques sur France Inter sur les questions de défense ce qui n'est pas tout à fait la même chose que le collimateur, mais c'est donc pas sûr que si c'est le format qui vous intéresse dans le collimateur, ça vous plaise autant, mais en tout cas c'était un truc intéressant et puis j'ai trouvé ça tout à fait plaisant de parler de questions de défense à une heure de grande écoute. C'était dans le 18-20, la première semaine des vacances, donc la semaine du 14. Voilà. Par ailleurs, comme toujours, si vous avez aimé cet épisode, notez-le, commentez-le sur les outils d'Apple Podcast ou de Spotify ou sur les réseaux sociaux. Ça aide beaucoup à diffuser le podcast. C'est aussi très intéressant. Maintenant, je peux répondre sur Spotify et je lis beaucoup les commentaires. Et par ailleurs, sur YouTube, où il y a les émissions, soit en vidéo, soit en moins version audio. Merci à toutes et tous et à la prochaine fois.